Bonsoir à tous et bienvenue sur TV Fil 78, si vous nous rejoignez bien sûr, pour un nouveau numéro du 7-8 Société. La question que nous nous posons ce soir, comment accompagner les jeunes des quartiers populaires vers l'emploi? Vous pouvez poser toutes vos questions et participer à l'émission via les réseaux sociaux, hashtag 7-8 Société. Avec un taux de chômage qui atteint parfois le double de la moyenne nationale, les jeunes des quartiers populaires rencontrent plusieurs difficultés pour trouver un premier emploi. Quelles en sont les causes principales? Déscolarisation, manque de formation, mauvaise orientation scolaire ou tout simplement contexte économique morose. Quels sont les dispositifs existants qui permettent aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail? Sont-ils efficaces et suffisamment connus? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Emmanuel Lovenbrück, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach professionnel certifié et vous êtes venu avec un jeune que vous accompagnez, Miguel. Donc Miguel, bonsoir également. Mehdi Litim, bonsoir. Bonsoir. Diplômé de Sciences Po en finance et stratégie, fondateur notamment du Trapiblog, dont on a déjà parlé ici sur TV Fil. Bonsoir. Nasser Jalal, vous êtes responsable du point information jeunesse de Vernouillet. Bonsoir. Bonsoir. Amara Traoré, enfin, président de l'association Véry Emploi. Et je précise que vous êtes adjoint au sport pour la ville de La Verrière. Oui. Bonsoir. Bonsoir également et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais en introduction, le taux de chômage dans les quartiers populaires est 2 fois plus important que la moyenne nationale. Dans ce premier graphique que je vous propose de découvrir, eh bien, nous avons une comparaison des taux de chômage en 2012. On va s'intéresser justement à la tranche d'âge 15-24 ans. Et on peut remarquer au niveau national, il y a 23,1% donc de taux de chômage, alors que dans les zones urbaines sensibles, le taux de chômage est de 45%. Messieurs, j'ai envie de vous demander une première réaction peut-être sur ces chiffres et sur l'importance de ce chômage dans les zones urbaines sensibles. Emmanuel Lovenbrück, peut-être pour commencer. Oui, on voit une grande différence quand même, parce que entre des zones privilégiées et des zones de quartier, finalement, la différence est encore plus grande que ce qu'on voit sur le graphique. Donc, on arrive à pas loin de 50%. Pour démarrer dans la vie professionnelle, dans la vie adulte, c'est quand même un sujet qui... Enfin, vous avez pris le bon chiffre, là. On ne peut que faire quelque chose. On se dit qu'on élit les présidents avec 50% des voix. On arrive bientôt à 50% de jeunes qui n'ont pas de travail. Et on se dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. On est là pour ça, mais tout le monde doit se remonter les manches. Mehdi Litim. Oui, en fait, ce taux de chômage important dans les zones urbaines sensibles, déjà, il correspond au nombre de jeunes qui se sont inscrits ou qui sont encore inscrits au Pôle emploi. Donc, du coup, les chiffres... Donc, le chiffre est encore plus important voilà. Réellement. Et selon l'INSEE, le halo du chômage, quand on parle du chômage en France, il correspond à 50% des chiffres officiels. Donc, si on est sur 45%, on peut envisager que le chiffre réel est 20 points supérieur. Ça, c'est lié très 20 points. Bah, si c'est 50%, le halo du chômage, qui est le cas selon les chiffres de l'INSEE au niveau national, si on est sur le même type de chiffre, ce serait 20 points, la moitié de ces 45, en gros. De toute façon, quand on traîne un peu dans les quartiers, de temps en temps, l'après-midi, on se rend bien compte, alors peut-être moins en hiver qu'au printemps, mais on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont de temps en temps dans la rue, donc on se rend bien compte que c'est massif. Le deuxième élément, c'est que c'est important, pour comprendre ce chiffre-là, de ne pas dissocier ce qui se passe au niveau du système scolaire et sur le marché de l'emploi. Parce que ces jeunes, en fait, qui sont massivement au chômage dans les zones urbaines sensibles, dans les banlieues, c'est des jeunes, en fait, qui sont en grande partie déscolarisés. Ouais, on reviendra justement sur l'importance de la déscolarisation dans ces chiffres du chômage jeune. D'abord, Nasser Jalal. C'est vrai que je rejoins ce que disait Mehdi. On les voit massivement errer un peu dans les quartiers et ceux-là ne sont inscrits nulle part. Donc après, on n'a pas véritablement de moyens pour les recenser. Mais c'est vrai que après ça, c'est vraiment au niveau national. Il faut vraiment qu'on s'y penche de plus près parce que c'est critique. Et ce que moi, j'entends de la part des jeunes le plus souvent, c'est
pour ceux qui sont déscolarisés, qu'ils ont eu un décrochage scolaire, le manque de formation. Donc il n'y a pas assez de budget, ce qu'on entend souvent, il n'y a pas assez de budget, on n'est pas pris en considération. Il y a aussi le manque de confiance qui se lie à ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment critique et il faut vraiment trouver une solution. Amra Traoré. Oui, je rejoins également ce qui a été dit par les invités. Je pense que tout passe par l'éducation. Nous avons en France chaque année 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire, ce qui est grave. Sans diplôme. Sans qualification. Et donc ces 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification, il va bien falloir qu'on s'en préoccupe sérieusement pour éviter que tous les ans on ait un chômage qui ne cesse d'atteindre des sommets. Et après, c'est aussi lié à la compétitivité de nos entreprises. S'il y a un chômage qui monte, c'est que forcément les entreprises perdent des parts de marché, qu'il y a une concurrence qui s'installe. Et ce sont ces zones urbaines sensibles qui sont directement impactées. Et oui, parce que le chiffre est moindre quand même au niveau national. Voilà, justement, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on a aussi l'impression qu'on a une fracture sociale dans notre pays, on le voit bien. Quand dans des zones urbaines sensibles, on a parfois 60-70% de chômage et que dans d'autres territoires, on en a un peu moins, on voit bien qu'il y a une fracture qui s'est installée depuis quelques années dans ce pays. Et il faut que nos politiques se réapproprient ces questions. On le ressent. Mehdi d'abord et puis après... Ouais, très rapidement, il faut avoir en tête, pour bien montrer l'inégalité de la situation sociale, que sur une zone d'emploi autour de Versailles et autour de Versailles, on est sur un taux de chômage de 6%. Et en gros, on ne peut pas être en dessous de 3% de taux de chômage parce que c'est le taux de chômage minimum. Donc en gros, on se rend compte que quand on est né ou quand on a grandi, quand on est jeune, sur Versailles ou autour de Versailles, on a très peu de chances d'être au chômage et encore moins de manière durable, alors que quand on est et qu'on grandit dans une zone urbaine sensible, en gros, quand on a un emploi très rapidement, quand on est sorti de l'école, c'est presque une rareté. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai problème de fond, parce que sur deux territoires qui sont espacés de 15 km, on a des situations sociales qui sont totalement différentes. Et ça, c'est inacceptable. Alors, vous avez déjà abordé le problème de la déscolarisation, mais j'ai envie de dire, la déscolarisation, une fois qu'on est déscolarisé, est-ce que c'est rédhibitoire? Du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec des déscolarisés qui ne sont pas forcément en train de traîner à l'extérieur, mais qui ne sont plus à l'école? Surtout si c'est difficile de les cibler et de les trouver. C'est vrai qu'on n'a pas véritablement de moyens de les cibler. C'est au bon vouloir aussi des parents et du jeune en question. Donc si le jeune est mineur, il dépend de ses parents, mais s'il est majeur, c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'amener directement vers les organismes appropriés comme, admettons, le PIGE, le point information jeunesse. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les amener. Tu as pu voir, Emmanuel, c'est un peu compliqué pour les amener directement, mais une fois qu'ils sont pris en charge, là on peut plus ou moins les recenser. Mais sinon, sans ça, on n'a pas vraiment de moyens. Ouais. Alors justement, Miguel qui est venu avec vous, on va voir s'il a suivi aussi un petit peu ce parcours. Alors vous avez 20 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous allez suivre une formation de serveur et de barman. Oui. Alors quel parcours scolaire vous avez suivi, vous? Moi, en seconde, je suis parti en vente. Ouais. J'ai fait 1 an. Et après, j'ai vu par moi-même que ça ne me plaisait pas. J'ai arrêté. Après, je suis parti voir la mission locale pour qu'ils m'orientent. Ils m'ont orienté dans une formation. Puis après, ils m'ont orienté pour trouver un patron, tout ça, en apprentissage dans le bâtiment. Malheureusement, j'ai fait mes 2 ans, j'ai eu mon diplôme, mais à cause de mon allergie, j'ai pas pu continuer. C'est quelque chose qui vous plaisait quand même? Ça me plaisait parce que je voulais être décorateur, mais malheureusement, à cause de mon allergie, j'ai pas pu continuer. Après, pendant 1 an, je me suis mis, j'ai travaillé dans la distribution. Et puis après, pendant 1 an, je suis parti voir Nasser pour voir mon projet, pour l'ouvrir, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu par moi-même que c'était ce milieu-là. Et après j'ai travaillé avec Nasser et me voici que j'ai trouvé cette formation.
Voilà. Et quel a été le travail du coup qui a été fait avec le coach? Parce que Nasser Djalal l'a évoqué tout à l'heure, un des problèmes principaux que rencontrent les jeunes, notamment dans ces quartiers populaires, c'est le manque de confiance en soi. Manque de confiance qui, pour vous, est la base de tous les échecs qui peuvent être rencontrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment vous avez travaillé ensemble avec Emmanuel Van Broek? Moi, en fait, si je prends ma part, c'était le manque de confiance en moi et le stress. Parce que j'étais stressé envers un employeur. Quand j'allais voir un employeur, je paniquais, je bafouillais. Et le manque de confiance en moi, parce que des fois, j'étais pas trop sûr de moi. Et après, avec Emmanuel, on a fait des exercices et j'ai réussi à enlever mon stress et ma confiance en moi. Emmanuel Van Broek? Ça a l'air simple. Hein. Ouais, ça a l'air simple, tout à fait. Et puis on le voit là, Miguel, il est pour la première fois à la télévision. Et puis il énonce ses difficultés. Il pourra nous dire aussi ce qu'il a envie, ses rêves. Et ça a duré. C'est un coaching individuel. Alors comment ça s'est passé le coaching pour donner des éléments? On a eu 5 séances en tout, 3 séances en collectif. Hein, ils étaient 5, 6, 4, ça dépendait un peu des jours. Et puis il y a eu 2 séances individuelles. Et c'est à l'occasion d'une séance individuelle, l'objectif de cette petite séance qu'on a eue, c'était pour toi, Miguel, de dire comment je fais, j'ai un entretien avec un patron d'un bar, ça va pas, j'ai peur, voilà. Et puis on a pu jouer cette scène, voilà, on l'a fait 2 fois. Hein, et puis voilà, les appréhensions, on le voit aujourd'hui, elles sont parties. Donc c'est pas grand-chose. Et dans le coaching, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de pas simplement travailler comme on peut le faire à l'école sur les compétences. On travaille sur les motivations, on travaille sur les valeurs, on travaille sur les moteurs. On peut mettre des mots sur les moteurs et quand on a ces mots-là en tête, on peut avancer. Alors ça, c'est une des solutions qui peut éventuellement être proposée, c'est-à-dire d'accompagner des jeunes. Mais évidemment, ceux qui nous regardent vont se dire que dans les quartiers populaires, ce n'est pas uniquement une question de confiance qui fait que les jeunes n'ont pas d'emploi, ne trouvent pas d'emploi. C'est pas qu'une question de confiance, mais de ce que je vois, des 6 qui étaient là pendant ces séances, il y a quand même beaucoup de ça. Les 3 objectifs qu'on s'était donnés avec l'action sociale, c'était s'affirmer dans un groupe, c'était préciser le projet professionnel et puis commencer des démarches, et enfin savoir se présenter. Et ça collait bien avec ce que eux attendaient, les jeunes. Donc on voit bien que tout ça, c'est pas de l'ordre tellement de la compétence, pas tellement de la formation. C'est quelque chose de voilà, quelque chose qui démarre, qu'on travaille avec des gens extérieurs, de l'intérieur. C'est tout un réseau qui se met en place où on laisse le jeune aussi très autonome. C'est lui qui prend en charge son parcours. Et ça, c'est important. Amara Traoré, vous êtes président, comme on l'a dit en introduction, de Véry Emploi, de l'association qui essaye de mettre en lien des jeunes de la Verrière avec des entreprises locales notamment. Alors, vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet et surtout nous dire, est-ce que ça marche ? Donc la genèse de ce projet, c'était il y a à peu près 2 ans, à l'initiative de la ville. Une réunion avait été organisée avec monsieur le maire et les habitants du quartier du Bois de l'Étang, dont je suis habitant, je précise. Et à cette réunion, les jeunes qui étaient présents avaient exprimé qu'ils ne comprenaient pas que lorsqu'ils faisaient des démarches pour avoir un stage ou chercher du boulot tout simplement, qu'ils n'avaient pas de retour positif des entreprises locales. Même en faisant la démarche d'aller solliciter ces entreprises. Et donc après, c'était posé la question de savoir comment justement on peut. Ce serait peut-être bien d'organiser une réunion ou un forum entre les jeunes du quartier et ces entreprises pour qu'il y ait une discussion. Et donc c'est ce qui a été fait donc par la ville et les jeunes. J'y étais également présent. Nous avons participé à l'élaboration de ce forum. Il y avait à peu près 150 jeunes qui avaient participé à ce forum. Je crois que c'était une première pour la ville de la Verrière. Et donc à ce forum, l'échange a été assez riche, à la fois de la part des habitants du Bois de l'Étang et des chefs d'entreprise qui étaient présents, qui ont joué le jeu. Et donc les questions essentielles que les gens posaient, c'était
est-ce que vous avez des critères d'acceptation de CV Et donc les entreprises répondaient tout simplement que non, elles étaient ouvertes à tout, s'il n'y avait pas de discrimination. Tout type de profil. Tout type de profil. Et donc après... Donc vous créez cette association. Voilà, donc on a voulu créer l'association pour continuer cette dynamique et créer un partenariat avec les entreprises locales et dire aux entreprises, écoutez, il se trouve qu'aujourd'hui la réalité c'est que nos jeunes ont du mal à franchir le pas vers l'entreprise. Parce qu'il y a un manque de confiance, on en discutait tout à l'heure avec le jeune, parce qu'il y a des clichés des deux côtés. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait se créer en association pour essayer de justement de prendre notre part. Donc ça, vous le faites. Vous faites l'association en 2014. Voilà. Sauf que on a c'est connu compliqué. Oui, concrètement, il y a une entreprise qui nous avait sollicité. Elle recherchait 3 personnes pour une mission au Canada, qui devait se dérouler au mois de novembre 2015. Et donc moi, j'avais envoyé 3 CV. Donc vous êtes allé voir les jeunes en Voilà. disant voilà, il y a une opportunité. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vous avaient dit à ce moment-là, les jeunes? À ces jeunes-là, je leur ai expliqué que suite au forum qu'il y avait eu à l'initiative de vous et de la ville, une entreprise joue le jeu, ils vont avoir une mission au Canada, ils cherchent des jeunes. Donc est-ce que ça pourrait éventuellement vous intéresser? Et donc ils m'ont répondu oui. Donc moi j'ai transmis. Même si quelques-uns étaient un peu réticents. Oui, ils n'avaient pas confiance. Oui, c'est vrai que on est toujours dans les a priori. Oui, mais je pense qu'ils vont pas me prendre. Je leur ai dit mais il n'y a pas de raison qu'ils vous prennent pas. Donc il faut pas être défaitiste. Il faut de l'optimisme aussi. De l'optimisme, pardon. Et donc les semaines avançaient, j'ai relancé pour savoir où ça en était. Et à 2 semaines du début du contrat, je reçois un mail de la DRH. Ressources humaines, qui m'explique qu'ils ont eu un problème avec un fournisseur et que ça ne se fera pas. Voilà, et que par conséquent, ils ont recours à l'intérim au jour le jour, mais que les CV que j'avais envoyés, il les gardait au chaud et le cas échéant, il les appellerait si besoin. Bon. Donc pour l'instant, les CV sont toujours au chaud. Voilà, depuis 2 ans. Donc, mais après, ce que je veux dire là, c'est que voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire que voilà, on a les paroles. Des actes. Voilà. Les paroles s'envolent, des écrits restent. Et malheureusement, nous, on est confrontés à ça. Comment on explique ça alors, Mehdi Lizim? Puisque, comme disait Amara Traoré à l'instant, des entreprises qui s'installent, par exemple, à la Verrière, dont les jeunes des quartiers voient clairement que ces entreprises sont, sont dans leur ville ou dans leur communauté d'agglomération, mais qui n'embauchent pas ces jeunes, même quand il y a une tentative de médiation, soit des villes ou d'associations qui se créent. En fait, il y a 2 facteurs, mais on a du mal à voir quelle est l'importance de chacun de ces facteurs. Il y a un problème de discrimination ou, de manière générale, de peur. Parce que la discrimination de la part des chefs d'entreprise, c'est une peur que le comportement du jeune ne soit pas adapté, alors déjà aux nécessités de l'entreprise, de son activité économique, mais aussi c'est un problème de peur de défaut d'intégration du jeune qui vient du quartier dans les équipes de l'entreprise. Mais je pense qu'il ne faut pas, même s'il faut lutter contre ça, il ne faut pas expliquer le chômage dans les quartiers uniquement par ça. Ouais. Et je pense même que par rapport à l'autre phénomène qui est l'échec scolaire et du coup l'absence de compétences académiques, techniques, et beaucoup plus... la discrimination, c'est marginal par rapport aux chiffres qu'on a entendus tout à l'heure. D'ailleurs, pour préciser aussi, on voit un autre graphique à l'instant avec l'augmentation du taux de chômage entre 2003 et 2012. Et on le voit dans les zones urbaines sensibles, il a augmenté, alors que quand on voit la petite courbe en dessous qui représente la moyenne nationale, elle est entre 8 et 10. Alors que de l'autre côté, on est passé jusqu'à plus de 20%. Ouais. Alors en fait, du coup, on a quand même un trop grand nombre de jeunes dans les banlieues, mais ce n'est pas que dans les banlieues, c'est aussi dans le nord de la France, et c'est aussi dans le sud-est de la France. On a trop de jeunes en fait, qui sortent du système scolaire sans diplôme. Donc 140 à 150 000, ça correspond à 17%. 17% de jeunes qui sont nés une année, 17% sortent sans aucun diplôme. Donc là, dans une économie comme la nôtre, c'est juste pas possible. Et quand on est touché par une crise économique, et c'est régulier, je veux dire, on a eu 93, on a eu 2000, on a eu 2008, eh ben, les populations qui vont être les plus touchées par la hausse du chômage, eh ben, ça va être les jeunes, partout en France, et ça va être les jeunes d'autant plus qu'ils sont moins bien formés.
Donc tous les contrats en CDD, tous les contrats en intérim sont sucrés en premier par les entreprises. Et qui est en intérim, qui est en CDD? Eh bien, pas uniquement, mais massivement, des jeunes qui ont des diplômes, soit qui sont assez peu demandés, soit qui n'ont pas de diplôme. Et du coup, c'est ce qui va expliquer que quand on a une augmentation du chômage, on va voir la courbe du chômage des jeunes dans les zones urbaines sensibles, mais c'est pareil dans le nord de la France et dans le sud-est, qui va exploser. Alors vous, Miguel, autour de vous, les jeunes qui ont voilà, entre 19, 20, 21 ans, est-ce que la plupart sont en recherche d'emploi? Est-ce que beaucoup également ont des diplômes ou pas? J'ai beaucoup d'amis à moi, ils ont des diplômes, ils sont en recherche d'emploi. Mais malheureusement, ils ne trouvent pas. Après, il y a beaucoup comme il disait, il y a beaucoup de patrons, comme tu habites dans un quartier, et bah, ils se disent que c'est pas une personne agréable pour notre entreprise. Et vous arrivez quand même à aller, malgré ça, quand on dit que vous venez de tel quartier par exemple, vous arrivez à aller jusqu'à l'entretien avec le patron, ou est-ce que des fois il y a la barrière et puis après on demandera aussi à Nasser Djalal? Moi, ça m'est arrivé que j'arrivais devant l'entretien et je ressentais que la personne a été réticente. Et ça m'arrivait aussi que je posais des CV et qu'un ami, excusez-moi du terme, mais aisé, il posait un CV et qu'il a eu un entretien et que moi, j'en avais pas. Et parce que, voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Nasser Djalal, c'est des choses que vous entendez beaucoup ça, ouais. au pays, je le rencontre parce que j'ai mon petit réseau personnel avec les entreprises et je suis obligé de me porter garant en tant que Nasser Djalal pour vraiment pour dire que ce jeune-là, il est bien. Voilà, il a intégré le PIGE, il est assidu et à partir de là, éventuellement, il y a un entretien qui est mis en place et c'est vraiment malheureux qu'on en arrive là parce que certaines entreprises ne jouent pas le jeu du tout. Ils sont catégoriques et ils le disent pas franchement, mais on comprend bien que le jeune venant d'un quartier populaire, c'est catégorique, donc on ne lui donne pas sa chance malgré qu'il a des diplômes. On parle de ceux qui ont des diplômes, des non-diplômés et diplômés bien sûr, mais l'origine du quartier fait que ça joue énormément. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis obligé de me porter garant. Ça marche. Ça marche. Et il y a un suivi aussi derrière. Donc finalement, si le jeune en question ne joue pas le jeu, je suis en lien direct avec les responsables des entreprises. Donc quelque part aussi, le jeune, il est obligé, déjà dans un premier temps, quand il franchit le pas au sein du PIGE, et qu'il a commencé déjà sa démarche vers un retour à l'emploi, et il joue complètement. Il y a des résultats qui sont positifs. Mais voilà, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans l'océan, mais on reste quand même optimiste. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont un peu méconnus des jeunes? Moi, je pense qu'ils sont peut-être ils sont pas perceptibles, je pense. Il y a énormément de dispositifs qui sont liés à l'aide à la formation, à l'emploi, à tout ce qu'on veut. Mais à mon avis, le problème, c'est que c'est pas assez. Faut vraiment être dedans pour avoir une visibilité. Mais pour une personne qui a quitté l'école il y a 2 ans, enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est trop compliqué pour eux de. Et il y a aussi une défiance. Ouais. À partir du moment où on est déscolarisé, je pense qu'on n'a plus confiance en l'institution, on se replie. Ouais. Et un mot de conclusion, peut-être rapidement pour dire, voilà, faire un peu de politique. Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens pour essayer de créer de l'emploi peut-être ou voilà, de sortir un petit peu ces jeunes, car 45% contre 23%, il va falloir en faire des efforts. Emmanuel Valbon, pour conclure. Moi, j'ai entendu Nasser dire « je me porte garant ». Et en fait, j'aimerais bien lui demander c'est quoi les 3 critères, s'il y en a 3, qui fait qu'il donne sa garantie. Une bonne question. Déjà, moi, en tant que responsable du point information jeunesse, ouais, ça apporte déjà un petit plus à cette garantie. Et en gros, c'est voilà, on fait du forcing vraiment pour pousser la société à jouer le jeu. Et les 3 critères qui font que tu te dis celui-là, je te le garantis. Pourquoi ? Parce que c'est de la connaissance personnelle. C'est la connaissance personnelle. Déjà, dans un premier temps, on établit déjà des rendez-vous au préalable. Et à partir de là,
c'est pas au premier rendez-vous, je recommande directement le jeune en question. C'est vraiment, voilà, faut qu'il y ait une certaine assiduité qui est respectée. Tout au long, ça peut durer, comme j'expliquais tout à l'heure, Mehdi, ça peut durer un mois, une semaine, un mois, un an, mais à partir du moment où je sens que le jeune est prêt, là, je peux le présenter. Là, on peut le lancer, c'est lancer, ça. Ouais. La conclusion, Mehdi Littim, peut-être sur justement cette politique qui est faite actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que vous êtes pessimiste ou plutôt optimiste pour la suite? Moi, je suis pas optimiste, malheureusement, parce qu'on sait que l'échec scolaire, en fait, il est massif, surtout dans les quartiers populaires, depuis de nombreuses années, et il n'y a aucune politique. Il n'est pas suffisamment traité. Voilà, et puis, au niveau macroéconomique, les chiffres de la croissance sont positifs, mais ils ne sont pas suffisants pour créer des emplois. Donc il y a un facteur du contexte économique aussi global. Voilà. Et Très donc, bien. du coup... Voilà. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir Merci participé à cette émission. Merci Miguel de t'être déplacé également pour nous parler de ton parcours. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur le site de la télé tvfil78.com et vous pouvez également réagir sur le Twitter #société. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Bonne soirée.